dernier, et je pense que tout le monde est un peu... Non, je ne suis pas le dernier. Si. C'est moi. Bon. Quoi qu'il en soit, j'autorise tout le monde à parler après moi. Je pense que tout le monde est un peu fatigué. Et moi, j'interviens après des intervenants qui ont dit des choses passionnantes, très intéressantes et enrichissantes. Certaines choses que je ne connaissais pas, notamment le professeur Oberlin. Donc, je trouve que ce colloque a été très riche. Alors, moi, j'ai choisi un angle de survol un peu différent, en disant effectivement que la politique de Netanyahou, du gouvernement israélien extrémiste, est une politique qui bafoue les règles internationales de la même façon que Donald Trump le fait depuis qu'il est intronisé président des États-Unis. Mais avant ça, et je reviendrai tout de suite à ce sujet, moi je pense que nous sommes à un moment de rupture, je parle en géopoliticien, à un moment de rupture dans les équilibres mondiaux et que la situation que nous connaissons aujourd'hui ne va pas durer encore longtemps. Je n'ai pas une boule de cristal, mais j'analyse les éléments et je pense que d'ici quelques mois et au minimum quelques courtes années, les rapports de force dans le monde seront clairement différents que ceux que nous avons aujourd'hui. Il y a un premier élément qui est fondamental dans tous les désordres qu'il y a dans le monde, et notamment les désordres que provoque cette non-reconnaissance du droit des Palestiniens par Israël, mais aussi par la communauté internationale, car enfin, il faut bien reconnaître que si Israël se comporte comme ça, c'est parce qu'il y a une communauté internationale. Alors on l'appelle communauté internationale. Je pense qu'il s'agit de l'Occident. L'Occident, c'est les États-Unis et ses valets, l'Europe, qui opposent que des paroles aux actes des extrémistes. Et pourquoi? Parce que l'Occident, la civilisation occidentale, à mon avis, est une civilisation décadente parce qu'elle a perdu les fondements qui faisaient qu'elle était une grande civilisation autrefois. Elle ne l'est plus. Elle est devenue purement matérialiste, ne se préoccupant que de gagner de l'argent, des contrats, que de faire fructifier l'argent. C'est pour ça qu'elle est dirigée par une oligarchie financière qui est basée à Wall Street et à la City à Londres, et qu'elle a perdu toute référence, toute référence à une spiritualité. Et je rappelle à ce moment-là ce que disait Malraux de son temps. Il disait: il n'existe pas dans l'histoire d'exemple d'une civilisation qui ne se soit pas agrégée sur une religion. À part quelques siècles romains, disait-il, et encore ce n'est pas sûr. Donc, la civilisation occidentale est décadente parce qu'elle a refusé, elle a rejeté elle est devenue complètement matérialiste, refusant toute, je cherche le mot, comment oui, spiritualité et transcendance, voilà le mot que je cherche. Bien. Alors maintenant, je vais vous citer un exemple qui est un chercheur américain qui connaît très bien la question palestinienne, puisqu'il a été sur le bateau qui allait à Gaza pour rompre le blocus. Il a même été blessé sur ce bateau. Je l'avais rencontré dans une conférence internationale à Téhéran. Nous avons sympathisé, d'autant plus que nous sommes partis ensemble dans une règle à Caspienne pour donner d'autres conférences dans une province iranienne.
Et nous sommes restés en relation, et il s'appelle Paul Larudi. Et il est d'origine iranienne. Larudi, c'est le nom d'un village dans la Caspienne, près de la Caspienne. Et où il est allé à cette occasion, il n'était pas retourné en Iran depuis des années. Et quand on lui demandait, puisque nous avons donné des conférences successives dans des universités et puis dans des hôtels de ville de la région, où il vivait, il répondait: je vis dans les territoires occupés d'Amérique. Il voulait dire par ça, les États-Unis sont occupés par Israël, que toutes les décisions du gouvernement américain sont suscitées et provoquées par Israël. Et depuis la création de l'État d'Israël, il faut bien reconnaître qu'on en est là. Donc toute la politique internationale, du fait que les États-Unis sont la première puissance mondiale, encore pour le moment, est dirigée pour servir les intérêts de l'État d'Israël. Et je rappelle que cet État d'Israël a été décidé par les nations. On en a parlé tout à l'heure, mais je voudrais rappeler que de septembre à novembre 1947, il y a eu plusieurs votes, parce que les premiers votes, il n'y avait pas la majorité pour décider de la création de l'État d'Israël. Et notamment la France avait voté contre, et d'autres États avaient voté contre. En quelques semaines, les États-Unis sont intervenus avec des dollars et avec des promesses diverses et variées, et ont obtenu des changements de vote. Et donc, le 27 novembre, je crois, 1947, la décision de créer un État d'Israël en Palestine a été entérinée. Mais donc, vous voyez, il y a déjà eu, au départ, des gens qui pensaient que ce n'était pas une bonne chose. Et je rappelle, à cet égard, ce que disait le général de Gaulle le 27 novembre 1967, dans sa conférence de presse à l'Élysée, après la guerre des 6 jours. Il disait, reprenant l'historique, mais la création de cet État au milieu des terres arabes qui avaient été acquises dans des conditions plus ou moins justifiées, et au milieu des peuples arabes qui lui étaient fondamentalement hostiles, ne manquait pas de susciter, y compris chez les Juifs, une certaine appréhension, et que des tensions pourraient naître de ça. Donc, mais en même temps, dans ce même discours qu'on a reproché beaucoup au général de Gaulle, en le traitant d'antisémite d'ailleurs, ce qui n'était pas évidemment, dans ce même discours, il a dit: Israël, une fois installé, ne pouvait penser qu'à son glorieux passé, et peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur, n'aurait voulu que s'étendre. Et c'est ce qu'il a fait. Je reviens sur un autre passage du discours du général de Gaulle, parce que tout à l'heure on a parlé de terrorisme et de résistance. Comment faire la différence? Je crois que c'est une dame qui posait cette question. Eh bien, dans cette magnifique conférence de presse, je vous invite à la lire, parce que vraiment ce qu'il dit à l'époque est encore valable aujourd'hui, parce qu'il propose la solution pour la Palestine. Et si vous lisez, c'est exactement ce qu'il faudrait faire maintenant. Il dit à un moment: la voix de la France n'a pas été entendue. Israël, en 6 jours de combat, s'est emparé des objectifs qu'il s'était fixés. Depuis, sur les territoires qu'il a conquis, il organise l'occupation, l'oppression, le déplacement de population, et se manifeste alors contre lui une résistance qu'à son tour il appelle terrorisme. Donc vous voyez, dans cette phrase formidable, parce que De Gaulle emploie les termes de la résistance française: résistance, occupation, répression et résistance. Et il explique que les Palestiniens qui résistent ne sont pas des terroristes, ce sont des gens qui sont des résistants. À cet égard, j'ai eu une fois dans mes fonctions, quand je travaillais pour le gouvernement français, je suis allé au Liban et j'ai rencontré Hassan Nasrallah pour un dossier très particulier, et j'arrive
et Israël occupait encore le sud du Liban, et il y avait eu une attaque du Hezbollah contre un char israélien, et il y avait eu 5 ou 6 soldats de tués israéliens. Le gouvernement français aussitôt avait dit qu'il déplorait ces morts, qu'il souhaitait la paix, qu'il voulait ramener, enfin, une déclaration très lénifiante, comme souvent, et d'entrée de conversation, Hassan Nasrallah me dit, je sais que vous êtes gaulliste, pendant la guerre, les Français qui faisaient sauter les chars allemands sur votre territoire, c'était des terroristes ou c'était des résistants? Que vouliez-vous que je réponde? Évidemment, c'était des résistants. Bien, je ne veux pas être trop long, donc je vais en venir à ma conclusion, qui est que moi, je pense que Donald Trump est pris à la gorge par les forces, dont beaucoup de gens ont parlé déjà ici, qui en fait dirigent en réalité la politique américaine. Et je vois une possibilité de changement parce que Trump est un pragmatique, il est intelligent, il suffit de regarder ce qu'il a déclaré pendant sa campagne présidentielle. Il a dit qu'il mènerait une politique complètement différente et qu'il se rapprochait de la Russie, discutait avec la Chine, tout ce qu'il disait, retirer toutes les troupes américaines du Moyen-Orient où on dépense des vies humaines et des dollars, et je mettrai les GI dans l'économie américaine pour faire travailler l'économie américaine et que l'Amérique soit grande à nouveau. Bon, il a fait exactement le contraire. Pourquoi? Parce que dès qu'il a été intronisé, malgré un discours de 10 minutes, juste le jour de son intronisation, où il a dit qu'il allait faire ce qu'il avait dit pendant sa campagne, malgré ça, il n'a pas pu appliquer cette politique. Et on a des signes très nets, quand on étudie son gouvernement et la façon dont il se comporte, qui montrent qu'un jour il dit ça, et le lendemain il dit le contraire, parce qu'il est repris par ces forces obscures qui l'empêchent de mener la politique qu'il voudrait. En Syrie, ça a été très clair, quand il dit dans un tweet « Nous allons quitter la Syrie parce qu'on va laisser les autres s'en occuper, disons », une semaine après, il frappe. Donc, c'est les forces qui sont derrière lui qui lui disent on n'est pas d'accord avec ce que tu dis, et donc on va frapper la Syrie. Mais en permanence, on voit bien qu'il est tiraillé entre ce qu'il voudrait faire et ce que veulent faire les forces des néoconservateurs américains. Donc, je pense que peu à peu, il est en train de prendre le dessus sur les forces qui le contraignent à mener une politique qu'il ne veut pas mener. On a vu avec Kim Jong-un en Corée du Nord un changement aussi brutal. Récemment, il y en a plusieurs, des changements brutaux dans la politique de Donald Trump. Le dernier et le plus important à mon avis, c'est à Tokyo, quand à côté de Shinzo Abe, il a dit, mais l'Iran est un grand pays, une vieille civilisation, ils ont un potentiel énorme matériellement et intellectuellement, c'est des gens formidables, et puis on ne veut pas renverser le régime, on veut très bien s'entendre avec ce régime, s'ils veulent parler, on est prêt à parler, et comme Shinzo Abe, mon ami qui est là à côté de moi, a de très bonnes relations avec les Iraniens, eh ben, je le charge de discuter avec les Iraniens pour essayer d'arranger les choses. Et ça, c'est aussi radicalement opposé par rapport à ses déclarations antérieures. Et vous pensez bien que quand il dit ça, les services secrets américains, les services secrets japonais et les services secrets iraniens, enfin, je veux dire, les Japonais et les Iraniens commencent déjà à discuter pour dire qu'est-ce qu'on peut faire. Mais quand un président qui a dit 15 jours avant, je vais détruire l'Iran s'il nous menace, et qui d'un seul coup dit mais l'Iran c'est un pays extraordinaire avec des capacités énormes de faire du commerce, de se développer, et nous on est prêts à les aider à participer à ça avec eux, c'est la preuve que là encore il a radicalement changé. Alors pour en revenir à la Palestine, je pense que
son attitude vis-à-vis du gouvernement israélien, effectivement, de donner le Golan sur un plateau, c'est le cas de le dire, voilà. de donner le Golan, de mettre la capitale à Jérusalem et autres décisions, elles sont dictées par le fait que, comme mon ami Paul Larévy le disait, c'est la communauté juive de Washington qui dirige les États-Unis. Mais je crois déceler, et il y a des indices par des votes au Sénat ou d'autres indices également qui montrent que je pense que la diaspora, alors vous m'avez dit que c'est peut-être pas le terme qu'il faut employer, enfin quoi qu'il en soit, on comprend ce que ça veut dire, la diaspora juive dans le monde, mais en particulier la diaspora juive aux États-Unis, a compris que cette politique extrémiste de Netanyahou en Israël ne sert pas, et vous l'avez dit monsieur, ne sert pas les intérêts des États-Unis et même ne sert pas les intérêts d'Israël. Car en tant que géopoliticien, on ne voit pas comment un État d'Israël pourrait continuer longtemps à exister en guerre permanente contre sa propre population, puisque la population palestinienne c'est elle qui vit sur place. Et je pense que là aussi, de même qu'il a nommé Bolton pour faire plaisir à ce courant extrémiste aux États-Unis, le jour où on apprendra qu'il a viré Bolton et qu'il a pris un type plus modéré, moi je vois une forte probabilité que Donald Trump puisse changer d'attitude vis-à-vis d'Israël en lui disant bon écoutez maintenant on se fait haïr par non seulement toutes les populations arabes mais également le monde entier, donc on va changer de politique parce que c'est pas bon. Trump c'est pas un idéologue, c'est un pragmatique, un réaliste, un homme d'affaires et donc il se base sur des faits et je le prétends intelligent. J'ai dit ça aux Iraniens, ils n'étaient pas très contents. Il faut que j'arrête, et ben j'arrête.